Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux d'être avec vous pour ce journal. Le sommaire de cette édition, 23 morts et une quarantaine de blessés. Bilan d'un accident de la circulation survenu ce mardi sur la nationale numéro 2 au niveau du Morne-Tapion à hauteur de Petit-Gouave. Jean-Bertrand Aristide assigné à résidence suite à une décision du juge instructeur Lamar Bélizaire. L'ancien président haïtien est poursuivi pour corruption, détournement de fonds publics et trafic illicite de stupéfiants. La clôture de la deuxième session de l'année parlementaire 2014, le président du Sénat exhorte les parlementaires dont les mandats vont se prolonger à ne pas monnayer leur mandat. Vulgarisation par le ministère à la condition féminine de la loi sur la paternité, la maternité et la filiation. Un nouvel outil légal qui met les parents face à leurs responsabilités envers leur progéniture, se réjouit la ministre Yannick Mézil. Visite du Premier ministre Laurent Lamotte dans 3 écoles nationales de la région métropolitaine de Port-au-Prince au lendemain de la rentrée officielle des classes. Et puis à l'étranger, les États-Unis saluent l'approbation par le Parlement irakien du gouvernement du pays dirigé par le nouveau Premier ministre Haïdar al-Abadi. Au Yémen, une manifestation anti-gouvernementale fait au moins 7 morts et des dizaines de blessés. Voilà pour les titres, à tout de suite. Merci de votre fidélité à ce journal. C'est avec un dossier triste que nous allons démarrer le développement du journal. Et s'il vous plaît, attention, même retoucher, les images qui vont suivre peuvent choquer. Et ces photos ont été prises après un accident de la circulation survenu ce mardi après-midi sur la route nationale numéro 2 à hauteur de Morne-Tapion dans la commune de Petit-Gouave. Un camion assurant le trajet Port-au-Prince à Jérémie a été renversé dans un ravin. Plus d'une vingtaine de passagers, dont des enfants, ont perdu la vie dans la tragédie, tandis que 37 autres en sont sortis blessés. Certains ont été transportés d'urgence à l'hôpital Notre-Dame de Petit-Gouave. Les causes de l'accident ne sont jusqu'ici pas connues. Notre correspondant à Petit-Gouave, Wilson Saint-Just, nous en dit davantage. 23 personnes mortes, 37 autres blessés. Parmi les cadavres, il y a 10 filles, 8 garçons, 3 filles et 2 petits garçons. C'est bilan accident de circulation qui fait sur route nationale DA à hauteur Morne-Tapion, journée mardi 9 septembre 2014 là. Machine ça, c'est un autobus d'immatricule TP 7737 qui portait l'enseigne Persévérance qui tape sorti en direction capitale haïtienne pour rentrer dans le département Grandance pays et qui peut gagner à bol environ 41 passagers. Explication, Youn n'a rescapé. On a monté mon avion, l'arrivée en l'air, je suis descendu sous même vitesse. Les équipes va le faire. On a commencé à descendre mon avion. Comment est la machine ça? Machine votre temps à faire le monde plus pour libérer. Voilà, Macron nous libère. Côté de la voile. J'ai vu une balle. Champion. Cache ça dit. Après bon Dieu, c'est là parce que Macron fait mal. Bon Dieu, vous me donnez quand même. Et bien, quand il m'a fait où j'ai. Chauffeur à lui-même pour dire, bon Simon, nous devons premier voyage avec nous dans les pieds, c'est ça que nous venons faire des voyages. Nous avons mis parce que monsieur cousin nié, son Paul, moi-même c'est Oussel. Comment les machines là? Machine marqué Persévérance. Majorité de blessés ça yo, te recevoir premier soin dans l'hôpital Notre-Dame Petit-Gouave avant plusieurs là-dedans, te transporté en urgence à bord ambulance vers l'hôpital Port-au-Prince. Pendant que l'autre n'a blessé qui rentré dans l'hôpital de la capitale là, à bord d'un hélicoptère Haiti Airlines pour aller recevoir soin. Après constat juge de paix, Jude Jean Léandre, cadavre Sayo a glacé en dedans de l'hôpital Notre-Dame Petit-Gouave en attendant parents yo viennent réclamer cadavre. Wilson Saint-Just, Petit-Gouave, signal. Autre point à ce journal, dans le but de trouver une solution à la crise institutionnelle du Parlement, le chef de l'État décide de rencontrer les sénateurs de la République, incluant le groupe des 6, ainsi que les partis politiques de l'opposition. C'est ce qu'informe une note publiée ce mardi au Palais présidentiel. Cette nouvelle rencontre entre les acteurs de la scène politique qui devra intervenir sous peu fait suite au refus des sénateurs du groupe des 6 de rencontrer le président Martelly au Palais national le 1er septembre dernier. Lucien Jura, le porte-parole de la présidence, donne lecture de cette note de presse au micro de Enoch Élisée Cajou et Maxo Joseph. Le secrétariat général de la présidence informe que le chef de l'État
Son Excellence Michel-Joseph Martelly a pris acte de la fermeture des travaux ordinaires de la 49e législature sans le vote des amendements à la loi électorale par le Sénat. Il a pris aussi acte de la volonté exprimée par la Chambre des députés à travers sa résolution du 4 septembre 2014 demandant au Conseil électoral provisoire de procéder sans délai à la mise à jour du calendrier électoral aux fins de publication et d'arrêter les dispositions nécessaires en vue d'organiser des élections pour les 2/3 du Sénat, la Chambre des députés et les collectivités territoriales au plus tard à la fin de l'année 2014 afin de répondre aux vœux de la Constitution et de la loi électorale de 2013 en vigueur, principalement en son article 19-1 renforcé par l'accord d'El Rancho, que suite à sa lettre du 4 septembre 2014, le président du Sénat a clarifié la position de l'abstention des 6 sénateurs de répondre le lundi 1er septembre 2014 à l'invitation au Palais national du président de la République pour aider à trouver une solution à la crise institutionnelle qui empêche au Parlement d'être fonctionnel dans sa totalité, que, tenant compte des positions multiples exprimées de part et d'autre au sein de la population à la recherche d'un consensus national, le chef de l'État décide de recevoir les 6 sénateurs, de les entendre, de recevoir les partis auxquels ils sont attachés comme ils l'ont recommandé, de rencontrer aussi les autres sénateurs de la République, d'élargir la rencontre aux autres grands corps de l'État et d'étendre ces consultations aussi aux autres partis politiques et à tous les secteurs de la société en général. Après avoir dressé un maigre bilan des réalisations de la 49e législature, le président du Sénat de la République, Dieuseul Simon Dera, a exhorté les parlementaires dont les mandats arrivent à terme de continuer à lutter pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Le deuxième sénateur du département du Centre appelle les sénateurs restants jusqu'à 2017 de maintenir le flambeau et de ne pas monnayer leur mandat. Le parlementaire en profite pour exhorter le peuple haïtien à faire un choix éclairé aux prochaines joutes électorales. Les déclarations du président de l'Assemblée nationale, Dieuseul Simon Dera, au micro d'Élisée Cajou et d'Yvan Seïd. Nous disons aux collègues députés et sénateurs qui partent, bon combat. Aux sénateurs mandatés jusqu'en 2017, maintenez la flamme, pérennisez le Parlement, veillez sur la démocratie, mais ne soyez pas une chambre de refus ou d'enregistrement. Aux acteurs de tous bords qui nous écoutent, nous conseillons de faire des choix historiques et d'en partager le capital politique pour des retombées collectives heureuses et payantes pour l'avenir du pays. Pour le peuple haïtien qui nous a tous mandatés et pour le bien-être duquel nous officions et exerçons le pouvoir législatif, nous disons courage et optimisme. La démocratie vaincra. Je termine en offrant à votre délectation cette simple phrase du président du Parlement étranger en fin de législature. Et je cite: « J'ai appris que tout le monde veut vivre au sommet de la montagne, sans savoir que le véritable bonheur réside dans la manière de l'escalader. » Députés et sénateurs de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs, la 49e législature vous dit au revoir. Elle vous remercie tous et toutes de vos services, de votre dévouement, de votre amabilité. Je souhaite à tous les candidats et candidates, à toutes les candidates aux prochaines élections, bonne campagne, bonne chance et bon retour éventuellement. Le vice-président de l'Assemblée nationale dit partir avec le cœur léger, avec la sensation d'avoir bien accompli sa mission durant les 4 années passées au Parlement haïtien. Le député Jacques Stevenson Timoléon rappelle que la Chambre des députés a voté le projet d'amendement de la loi électorale au profit de la population haïtienne. L'élu de Petit-Gouave souligne que ce document, si important, qui permettra l'organisation des prochaines élections dans le pays, est en souffrance au Sénat de la République. Le président de la Chambre des députés, Jacques Stevenson Timoléon, était au micro d'Élisée Cajou et Yvan Seïd. Retournons dans nos circonscriptions avec la détresse communicative
du guerrier victorieux et l'opiniâtreté altière du conquérant permanent. Moi, je rentre chez moi dans les mêmes sentiments et avec les mêmes prétentions. Je vous souhaite à tous, autant que vous êtes, de nous retrouver bientôt, au lendemain des épreuves électorales, dans cette même salle où nous avons croisé les fers sans nous étrier vraiment, où seulement une innocente guerre de mots et d'idées aura soutenu la vitalité de nos débats au nom du bien, du beau, du vrai, au bénéfice de la République et de la nation haïtienne. Quittons-nous avec le ravissement partagé d'avoir mené le bon combat, dans un camp ou de l'autre, dans la chaleur de nos convictions respectives et avec les armes courtoises de la joute oratoire et du dialogue démocratique. Avec, par-dessus tout, la satisfaction ultime et sublime que tous, nous avons appartenu, nous appartenons et nous appartiendrons à jamais au camp du peuple haïtien qui mérite que tous ses fils et ses filles authentiques se sacrifient pour son bien-être. Je contemple déjà et je célèbre par anticipation la bienvenue des retrouvailles prochaines. Au revoir mes chers collègues et à bientôt. Au lendemain de la clôture de la deuxième session de l'année législative 2014, la menace de démission des sénateurs du groupe des 5, proches de l'exécutif, refait surface. Le délai du 8 septembre 2014 qu'ils avaient imposé à leurs 6 collègues de l'opposition pour voter la loi électorale amendée ayant expiré. Opinant sur la menace de démission du groupe des 5, le sénateur Francisco de la Cruz estime que son collègue Wenceslas Lambert ne réfléchit pas avant de parler. Monsieur de la Cruz dit espérer toutefois que les sénateurs se ressaisiront bientôt. Francisco de la Cruz était au micro de Dukenson Lazare et Yvan Saïd. Naturellement, c'est quelqu'un que j'apprécie. Lui, il parle toujours de foi maçonnique. Et il me pensait que c'est une décision qui a été calculée, qui a été réfléchie. Ouais. Et il me pensait que nos pays n'est pas capable dans la timonisation de la politique. Il me pensait qu'il faut venir responsabiliser en fonction de décision. Avant même, on a décidé de dire une déclaration, il faut mesurer pour voir qui impact, qui ça a fait, etc. Parce que, étant donné que vous avez une responsabilité face à la population qui est dévoyée, les madame qui décidé, qui dit choisir pour aller pour nous. Donc, faut définitivement, passer en banque de fondation, il faut réfléchir. Est-ce que le sénateur Wenceslas, il a été, Ndagadi, vous voyez, Ndagadi, pour ce dimanche, je vous demande de faire ceci. Est-ce qu'il a été contraint? Est-ce que c'est parce qu'il a un intérêt particulier? Bien sûr, puisqu'il faut être clair, c'est un défenseur farouche, parce que nous sommes Wenceslas Lambert, même avec Préval, il était dit, il était eu l'heure, dans ces IRH. Dans ces IRH, je ne pas jamais oublier ça, les beaucoup sénateurs de la République, là, il dit comme ça que si vous faites un parlement, pour que le président Préval dirige par décret, pas de problème. Là, il dit lui-même, soit que soit le gouvernement, non, on ne peut pas comprendre. Habitué. Non, écoutez, quand quelqu'un fait un job, on va expliquer ça. Ça veut dire lui-même, il se sent fier de son job. Écoutez, il faut m'expliquer ça. Réagissant sur la proposition de la Chambre des députés d'augmenter le nombre de départements géographiques de la République d'Haïti à 16, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé met en doute les études techniques ayant conduit à cette disposition légale, tout en promettant d'analyser le document en profondeur. Le premier sénateur du Nord-Est exprime des réserves quant à la possibilité d'augmenter le nombre de communes du pays. Les propos du sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé sont recueillis par Dukenson Lazare et Yvan Saïd. Dernière session ordinaire, ils ont voté plusieurs lois, il y en a qui me félicitent, mais il y en a qui me mettent interrogation. L'aime garder la France, je dis, l'a fusionné des communes, l'a diminué les départements, et puis pendant en Haïti, nous-mêmes, nous avons fait plus de départements. Est-ce que nous gagnons plus de moyens? Est-ce que nous gagnons toute étude technique qui a été faite pour te permettre que le nouveau département ça a été fait? Je ne sais pas, mais cependant, je connais le document ça a bien pour arriver dans le Sénat, ça m'a bien pour m'analyser, pour moi que pertinence là, est-ce que c'est nécessaire ou bien pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin de faire plus de départements pour que nous capoter services de base, parce que nous gagnons dans la section communale, nous avons communes, nous avons départements qui là déjà dans le service que nous n'avons pas gagné. Cependant, je ne vais pas commencer et prendre une position, même à analyser les arrivées dans le Sénat pour nous pertinence là, est-ce que nous-mêmes nous soutenir ou bien que nous allons essayer de faire un autre calcul. Dans le département nord-est, seulement, nous avons des communes qui ont besoin
au moins 5 à 6 communes qui besoin et 5 à 6 sections communales qui besoin pour avoir une commune. Mais il faut analyser est-ce que dans le moment l'État prend charge ça ou bien s'il n'est pas capable. Pour sa part, le premier sénateur du département du Centre fait une approche économique catastrophique de la proposition sur le redécoupage territorial. Francisco de la Cause, qui dit tenir compte des problèmes que connaît le pays actuellement, prend le contre-pied, lui également, de la manière dont ce modèle de décentralisation a été pensé. Les précisions du sénateur Francisco de la Cause au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seïd. Si nous regardons sur le plan économique, nous regardons un pays qui a une difficulté, qui a toujours gagné des urgences qu'il a gérées, et on sentit que sur le plan économique, nous avons une série de grands défis, une série de grands problèmes cruciaux. Inflation, problème de chômage, pas de travail. Et il faut regarder que qui politique que va gagner d'autonomisation, politique de territorialité, pour capable répondre à nouvelles communes, à nouveaux départements, parce que ça va impliquer des dépenses. Le fait que vous déjà gagné des départements qui ont des difficultés, même seul, il ne va pas répondre. Vous gagnez une série de côtés, par exemple, si ton pays sérieux quitte les communes pour t'arrêter dans la section communale, ça t'a fait un calcul. Ça veut dire que ça t'a demandé, pas connaître, parce qu'il faut avoir une étude très approfondie qui est faite, et par rapport à l'ensemble de problèmes que me posez là, pour nous, si effectivement ça t'a bien venu, on va répondre ça. Autre point de l'actualité, Jean-Bertrand Aristide assigné à résidence suite à une décision du juge instructeur Lamar Bélizaire, le seul désormais à permettre à l'ancien président haïtien de recevoir des visites. L'huissier Max-Henri Mathieu a été chargé de lui signifier la mesure. Jean-Bertrand Aristide est poursuivi pour corruption, détournement de fonds publics à travers la fondation portant son nom et trafic de stupéfiants. Joël Édouard Vob, dit Pacha, aurait été inculpé dans l'affaire impliquant la Fondation Aristide pour la démocratie. Il est attendu au cabinet d'instruction le mardi 16 septembre 2014 selon des sources judiciaires. Accompagné du ministre de l'Éducation nationale, le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a visité ce mardi 3 écoles nationales dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Laurent Lamotte a profité de cette petite tournée pour exhorter les élèves de ces établissements scolaires à prendre au sérieux leurs études en vue d'assurer leur réussite au cours de l'année scolaire. Reportage d'Esaü César et Randy Henry. De l'école nationale Célie-Lilavoie, passant par celle de la République du Brésil à la rue Capois pour aboutir à l'établissement Isidore Boiron à la rue Lamar, le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte entendait par cette visite s'enquérir du niveau de fonctionnement de ces établissements scolaires et du même coup distribuer de kits scolaires aux écoliers en signe d'accompagnement aux parents d'élèves en proie à des difficultés économiques à l'occasion de la rentrée des classes. Un geste fort bien apprécié par les bénéficiaires. Nous voulons dire merci pour ça, pour toujours continuer à nous. C'est pas celle qui m'a dit, mais tout le monde qui accompagne lui m'a dit merci. Les nous belles bagailles, valises, plumes, crayons, cahiers, boîte géométrie, cœur dessin. Le Premier ministre qui renouvelle l'engagement de son gouvernement à accompagner la population pendant la rentrée des classes cette année encourage en outre les élèves à exceller dans leurs études. Premièrement, vous souhaitez nous bonne rentrée parce que l'année ça, gouvernement, ministre, président prend tout l'effort pour que nous respections cette date là. Parce que nous voulons respecter cette date là pour une seule raison. Parce que nous voulons respecter le nombre de jours que les gens à l'école. Parce que c'est important. Nos formations de gens qui les attendent, le nombre de jours nécessaires là pour que les capables de compléter l'année à nos bonnes conditions. La rentrée scolaire cette année a lieu dans des conditions économiques et financières particulièrement difficiles. Le gouvernement se propose d'aider les parents d'élèves en difficulté. Dans un message préenregistré à l'occasion de l'ouverture des classes, le président Martelly a exprimé la volonté de son administration de donner des subventions pour le matériel scolaire et assurer le transport des élèves gratuitement.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nespi Maniga, intervenant au cours de la visite du Premier ministre dans les écoles de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, a mis l'accent sur la reconstruction des bâtiments qui hébergeaient des établissements scolaires et effondrés lors du séisme du 12 janvier 2010, Nespi Maniga. C'est pour montrer que malgré qu'on ait grand pile de difficultés pour entrer dans l'école là, nous connaissons peut-être toute l'école pas dans les mêmes conditions de travail et d'environnement avec l'école SAO. Mais nous sommes tenus quand même à expliquer que ce n'est important pour que si nous voulons l'école là, on l'autre qualité de l'école pour tout le monde, il faut nous faire effort pour que le plus tôt possible pour tout le monde vienne bonheur. Et c'est pour ça que nous demandons directrice de l'école, directeur de l'école, souplesse. Parce que hier, avec le président, nous avons allé au GAN, nous avons quelques personnes qui partent en uniforme, qui peuvent finir par donc nous encourageons les directeurs et directrices. Jean-Pierre nous demande ça, une souplesse pour que faciliter que rentrer capable en succès. Donc pour le ministre de Tien vient la matin, nous pas choisir l'école qui est bien faite, nous pas choisir l'école côté tout bail bien en règle, nous choisir l'école nous connaissons des difficultés, tant que l'école ça en particulier, le gain la pluie et nous capables de tromper le soleil mais pas qu'à tromper la pluie. Nous connaissons des problèmes et c'est pour ça que notre travail, nous avons financement nous annoncé, nous avons ça déjà mais ma pour dire le public là, l'école ça fait partie de l'école parmi 100 chantiers nous gagnés pour reconstruction. Donc nous avons avancé sur ça, nous mettre posé, nous connaissons que ça va prendre pile de temps pour nous gagner autant d'écoles nationales que le pays a besoin, mais il faut commencer et nous pensons que nous avons une bonne nouvelle là, financement assuré pour la construction d'écoles. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, s'exprimant à l'occasion de la rentrée des classes, se félicite des efforts consentis par l'administration Martelly-Lamotte, en particulier le ministère de l'Éducation nationale qui a rendu effective cette rentrée scolaire. Ruisson Lalo appelle les écoliers à se surpasser afin d'obtenir des résultats satisfaisants. Ruisson Lalo, micro de Esaü César et Randy Harris. Ici, nous connaissons chaque fois que nous plein dit l'école pas ouvrir parce que pas moyen, mais c'est un coup ça pas là en octobre, en septembre là en octobre. Alors que c'est Timoun victime, c'est pays avec victime, c'est niveau de formation pour un coup. Donc c'est ça que le ministère de l'Éducation nationale lui-même prend engagement que le gouvernement a appuyé pour que l'école ouvre normalement le 8. Et pour ça, tout le gouvernement est mobilisé, chaque ministre a gagné un mandat pour aller à visiter l'école au moins et puis faire des distributions de kits scolaires dans l'école. Moi-même, j'ai été assigné à l'école, c'était l'école nationale de tabac, le lycée de tabac. Et nous étions là-dedans hier matin. Et c'est vrai que tout professeur était là, toute direction était là. Mais bon, étudiants, tout élève n'est pas là en entier, mais c'est quand même un gros volume d'étudiants qui étaient là. Et que nous, matin, ne pas retourner, mais en fait, nous prenons des engagements en dehors de kits scolaires réguliers que nous avons. Le ministère du Commerce et de l'Industrie lui-même pour essayer, pour tout ça qui a rapport avec la question d'équipement de sport qui est dans l'espace n'a pas existé. Nous allons essayer comment le ministère a aidé dans la question de ça. Nous allons aider tout pour on salle informatique, parce que nous avons un laboratoire informatique avec Internet pour Timounio dans l'école là. Et puis, nous prenons un engagement personnel pour que Timoun qui lauréat dans l'école, nous avons parlé de lauréat l'année dernière, eh bien que nous-mêmes, personnellement, on appuie dans l'école là. Donc mais chaque ministre, chaque côté allé fait même type de proposition. Ça, c'est une façon pour montrer Timounio et montrer famille que l'école là sont bien publiques liées, le bon pour famille, le bien pour Timounio, mais sont bien publiques dans le sens que si tout le monde dans le pays a une formation qui est adéquate et qui est de qualité, c'est tout le pays qui va le sentir plus bien. Au deuxième jour de la rentrée officielle des classes, de longues files d'attente ont toujours constaté du matin jusqu'en fin d'après-midi devant les locaux de certaines librairies affiliées au programme de subvention scolaire du gouvernement. À Port-au-Prince, Pétionville, à Tabac ou à Croix-des-Bouquets, des parents d'élèves ne cessent d'exprimer leur frustration. Ils fustigent les responsables de l'éducation nationale qui, déclarent-ils, n'ont pas mis les manuels scolaires à la disposition des bouquinistes ambulants afin de faciliter leur acquisition. Pour eux, même dans les librairies autorisées, certains ouvrages ne sont pas disponibles. Suivez les déclarations de certains d'entre eux recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. On peut remarquer que le subventionné n'est pas tellement comme si en vogue dans la rue. Ce qui passe, c'est ONG qui ramasse, éditeurs vendent plus ONG qui plus semble des codes par qui particuliers en dépit de ça. Quitter le livre la vente avec facilité pour tout parent, pour tout le monde qui a bénéficié dans la rue.
Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a procédé lundi soir au lancement de l'atelier de vulgarisation de la loi sur la paternité, la maternité et la filiation. Selon la ministre à la condition féminine, à travers ces 14 articles, cette loi vient renforcer l'ensemble des dispositions adoptées au cours des 3 dernières années en faveur de la famille. Aussi va-t-elle permettre aux enfants de jouir de leurs droits, se réjouit Yannick Mézil. À entendre la ministre Mézil, cet outil légal qui met les parents face à leurs responsabilités envers leur progéniture assure aussi la protection des parents, quel que soit leur statut familial. Les précisions de la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Marie Yannick Mézil. La cérémonie de ce soir revêt donc une importance capitale pour le MCFDF, qui vient, par ici, mettre un terme à un ensemble de préjugés et stéréotypes qui dominent encore notre société, en catégorisant les enfants et en les privant suivant leur origine de la jouissance de leurs droits inaliénables. La loi sur la paternité, maternité et filiation vient, à travers ces 14 articles, renforcer l'ensemble des dispositions légales adoptées au cours des 3 dernières années. Elle constitue une nouvelle preuve du souci constant de l'administration Martelly et du gouvernement Lamonde de revoir la structure familiale et offrir à l'enfant haïtien un cadre de vie plus conforme à notre Constitution et également aux instruments internationaux adoptés au cours des dernières décennies. La Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant et d'autres traités internationaux sont les instruments dont s'est inspiré le pays pour donner naissance à cette nouvelle loi, mettant en évidence les responsabilités des parents face à leur progéniture, lesquels ont non seulement droit à la vie et à un nom, mais aussi à la protection des parents, quel que soit leur statut familial. On observe une pause, mesdames, messieurs, on vous revient dans un instant. De retour pour la suite du journal, la ministre chargée de la promotion de la paysannerie, Mimose Félix, qui participait à la rencontre préparatoire de la 10e édition de Gouvernement La Caillou à la primature lundi, s'est déclarée satisfaite des efforts de l'administration Martelly pour subvenir aux besoins de la population à travers les programmes sociaux. Mimose Félix a informé des différentes réalisations gouvernementales touchant le milieu de la paysannerie, en particulier dans les 2 communes de l'île de la Gonave. Mimose Félix au micro de Esaü César et Wendy Henry. Il y a un plan qui était chita premièrement sur le domaine infrastructure, côté que nous avons 2 km de route qui pour bétonner dans la ville en Sagalais et dans la ville Pointe-à-Raquette. Nous avons un côté village Port de Bonheur qui sont un village pêcheur, côté situation sanitaire là pas de bon du tout, et que nous avons aménagé des espaces de vie pour les gens qui sont dans le village. Nous avons Boucan Lotoré qui sont l'autre village côté que nous avons conçu des escaliers au niveau de village. Nous avons 3 citernes communautaires qui déjà faites, une dans Port de Bonheur, une dans Palma, une dans Zabrico. Nous avons tout un terrain de jeu au niveau de ville en Sagalais qui déjà fini, côté que qui gagne un terrain basket pour jeunes capable jouer un côté pour yo capable distraire. Nous avons tout 2 laboratoires informatiques qui mettent sous île pour jeunes et que laboratoire ça va installé pendant le week-end là côté jeunes yo capable avoir accès à internet et accès à informatique pour capable gagner un ordinateur pour faire devoir pour naviguer pour faire recherche. Et nous avons une campagne de naissance qui est lancée sous île. Nous avons 6 000 personnes qui déjà enregistré lundi pré-identifié. Nous avons une première identification que nous faisons sur 6 000 personnes qui n'ont pas d'acte de naissance pour pré-identification finie. À l'initiative du secrétariat général de la primature, un séminaire de 2 jours a été lancé lundi à Pétionville sur l'évaluation des contrats de droit public.
Selon Lucien Franqueur, cette formation vise à améliorer la performance des agents émettant des contrats au nom de l'État. L'objectif principal est d'aboutir à l'uniformisation des 10 contrats, a ajouté Lucien Franqueur au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Son habitude nous prend chaque année qu'on y a et qui nous initie depuis 2 ans et que contrat nous avons cherché chaque année pour nous améliorer, de sorte que problème que nous avons relevé depuis 2 ans, que nous continuons pour des améliorations et les contrats concernés, c'est des contrats de droit public. Et que son séminaire qui fait année ça, pour nous améliorer et monde qui fait contrat pour l'État, pour nous améliorer la performance, pour nous améliorer au plus, nous surtout ouvrir, mais elle a continué avec plusieurs intervenants, par exemple des intervenants de la primature, intervenants venant de la Cour des comptes, intervenants venant de toutes les institutions qui rentraient dans le contrat. Quel problème qu'on identifié? Donc, un problème qu'on identifie depuis 2 ans que nous identifions, c'est de chaque monde qui a un contrat par eux. Qu'on a cherché à harmoniser un contrat et qui part à partir de la primature, que tout contrat qui sorti dans toute administration est uniforme. C'est même bagaille là et un template que vous fait pour pas gagner genre de problème ça encore. Le coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines veut s'assurer que les contrats émis pour le compte de l'État s'effectuent selon les normes. Hudert Antoine fait état de l'absence de termes de référence dans certains contrats au niveau de l'administration publique. Se référant au décret du 17 mai 2005 portant statut général de la fonction publique, le coordonnateur de l'OMRH rappelle que selon ces dispositions, le recrutement au sein de l'administration publique doit s'effectuer sur la base de concours. Hudert Antoine au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Son activité qui cible vraiment monde qui émettre contrat en administration pour nous assurer nous quand même que contrat émettent dans le respect de normes de politique établies. Et par exemple, il y a un point nous mettons en pile l'accent sur lui et c'est une grosse faiblesse que nous constatons souvent que le contrat n'a pas des termes de référence. Et nous pensons qu'il est nécessaire, si nous avons un contrat en monde, il faut être capable de connaître de manière très concrète qui ça n'a pas tant de lui comme résultat. Si il y a une clause dans le contrat qui demande pour nous avoir un rapport, il faut nous assurer que tout ça nous suive. Ce n'est pas juste si un contrat pour contrat, il faut quand même une sorte de respect de clause qui signe dans le contrat. Bon, un accent particulier, nous allons mettre surtout sur le monde qui a intégré l'administration publique. Là, parce que le concept agent public, là, j'en ai toujours dit, on a parlé d'agent public, il former des fonctionnaires et des contractuels. Et contractuels, c'est des gens qui gagnent un contrat pour une durée limitée. Et souvent, le contrat, ça vient joindre nous avec un pile faiblesse. Malgré nous faire formation, ça déjà, nous remarquons faiblesse là toujours, c'est ça qui fait nous continuer à faire formation pour nous voir comment pour contrat capable de faire en bonne et due forme. Et j'aime surtout insister dans l'intervention, même là, c'est des contrats que nous avons signés avec des agents contractuels, les mandats pour nous suivre, même question, concours. La culture à présent, la ministre du Tourisme et des Industries créatives, Stéphanie Balmire-Vildroin, a accueilli officiellement ce mardi au ministère du Tourisme à Port-au-Prince l'élu du concours Miss Haïti 2014, Caroline Désert, et ses 3 dauphines, Rose, Kathleen, Paul, Christy Désir et Nastasia Raymond. Au cours d'une cérémonie, Stéphanie Balmire-Vildroin a profité pour honorer le directeur artistique de Miss Haïti 2014, Ralph Leroy, pour sa contribution au succès de cette édition. La ministre du Tourisme a également décerné des plaques d'honneur à Joanne Buteau et Anédi Azael du comité exécutif de Miss Haïti pour avoir su mener à bien ce projet. Prenant la parole à cette occasion, Caroline Désert, la nouvelle Miss Haïti, s'estime plutôt satisfaite de cette expérience et se dit désormais prête à représenter le pays à la 64e édition de Miss Monde prévue en décembre 2014 à Londres, en Angleterre. Par ailleurs, Caroline Désert encourage les jeunes femmes de sa génération à s'inscrire à Miss Haïti en vue de renforcer le sentiment de fierté d'être haïtienne. Les propos de Caroline Désert au micro de Michel Depayen et Samus David François. Expérience ça, c'est une expérience exceptionnelle. Et je toujours dit que, comme tu as gagné, comme pas gagné,
ça me prend d'expérience ça, c'est plus que moi te quoi me prend là-dedans. Moi pousser tête moi à des limites que me pas connaître que me te gagné. Moi découvert un pile la caille moi renforcer fierté moi en tant qu'haïtienne parce que autour de moi te gagné 20 autres femmes qui étaient aussi jambes que moi dans le style pas yo étaient aussi belles que moi dans le style pas yo. Donc toute belle énergie ça, toute belle beauté ça t'es sous côté te fait me sentir plus haïtienne, plus fière, plus belle. Donc m'a encouragé l'autre petite fille, l'autre femme tout, puis venir inscrire l'année prochaine, puis inspirer l'autre femme tout, l'autre petite fille, pour yo comprendre que c'est eux même, c'est avec eux, avec femme, avec petite fille, avec femme que le changement a commencé parce que nous c'est pour tout temps la famille. Donc si nous pas camper jam, Haïti pas camper jam. La 4e édition du Festival de la Poésie se tiendra dans la ville de Jérémie, dans le département de la Grande-Anse du 11 au 14 septembre 2014. La Cité des Poètes accueillera une vingtaine de poètes, parmi eux 2 poètes français qui auront à partager le goût de la poésie avec les Jérémiens et les visiteurs d'autres régions du pays et d'ailleurs. Pour le menu de cette festivité, le président du comité organisateur, Guy Marie, lui, annonce par exemple des conférences débats, des montages de textes et de la danse. Guy Marie, lui, était au micro de Ludmilla Marc et d'Éphésia Mathieu. Alors, nous avons également des objectifs spécifiques qui sont de stimuler le goût des jeunes pour la poésie, pousser les jeunes à la lecture, organiser des ateliers de poésie, faciliter l'interaction entre les jeunes poètes et leurs aînés, encourager les activités culturelles à travers tout le pays, travailler à l'augmentation de la production artistique et littéraire, renforcer la décentralisation culturelle, promouvoir de nouvelles formes d'expression artistique et littéraire, établir des liens de coopération avec d'autres festivals de poésie dans le cadre de la francophonie au bénéfice des poètes haïtiens. Et c'est dans ce cadre-là, vous voyez avec nous, 2 poètes français, Paul Dimerkis et Meredith Nedez. Donc le festival a un sens assez particulier, non seulement pour les Jérémiens, mais aussi pour tous les poètes qui participent à ce festival. Parce que l'idée, pour participer au festival, il faut quand même produire, il faut publier. Donc si vous ne publiez pas, on vous oublie. Donc voilà, donc c'est-à-dire ça pousse les poètes à publier davantage. Et la poésie avant était un peu moribonde, puisque c'est un genre qui ne rapporte pas beaucoup. Donc les gens préfèrent le roman, puisque ça vend beaucoup plus. La vraie, ça se vend beaucoup plus que la poésie. Donc maintenant, avec le festival, ça donne une certaine revitalité, une certaine vigueur, si vous voulez, en fait, à l'écriture. Le rappel des titres avant de refermer ce journal. 23 morts et une quarantaine de blessés. Bilan d'un accident de la route survenu ce mardi sur la nationale numéro 2 au niveau du Morne-Tapion à hauteur de Petit-Gouave. Jean-Bertrand Aristide assigné à résidence suite à une décision du juge instructeur Lamar Bélizer, l'ancien président haïtien, est poursuivi pour corruption, détournement de fonds publics et trafic illicite de stupéfiants. Clôture de la 2e session de l'année parlementaire 2014, le président du Sénat exhorte les parlementaires dont les mandats vont se prolonger à ne pas monnayer leur mandat. Vulgarisation par le ministère à la condition féminine de la loi sur la paternité, la maternité et la filiation, un nouvel outil légal qui met les parents face à leurs responsabilités envers leur progéniture, se réjouit la ministre Yannick Mézil. Visite du Premier ministre Laurent Lamotte dans 3 écoles nationales de la région métropolitaine de Port-au-Prince au lendemain de la rentrée officielle des classes. À l'étranger, les États-Unis saluent l'approbation par le Parlement irakien du gouvernement du pays dirigé par le nouveau Premier ministre Haïdar al-Abadi. Au Yémen, une manifestation antigouvernementale fait au moins 7 morts et des dizaines de blessés. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.